Donc, les aplasies médulaires. L'aplasie médulaire, c'est une insuffisance médulaire quantitative. Et j'insiste bien sur le mot quantitative. C'est donc une diminution, voire un appauvrissement total de la moelle en tissu myéloïde, se traduisant donc par un appauvrissement du tissu myéloïde sans anomalie qualitative. C'est-à-dire que l'aspect des cellules est strictement normal, mais il y a une raréfaction extrême en cellules en tissu myéloïde. Donc, par conséquent, une raréfaction du tissu myéloïde cela veut dire donc une raréfaction aussi bien des cellules de la lignée granuleuse, de la lignée érythroblastique et de la lignée mégacaryocytaire. Cela va se traduire sur le plan périphérique, au niveau périphérique, au niveau de l'agglomération, par une pancytopénie. Pancytopénie, cela veut dire une diminution des 3 lignées. L'aplasie médulaire est une maladie qui est rare, 2 cas environ par million d'habitants par an. Ce n'est pas une maladie maligne, donc il n'y a pas d'anomalie qualitative des cellules hématopoïétiques. C'est une maladie qui n'est pas maligne, mais c'est une maladie qui est très grave. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique et le pronostic vital du malade est engagé dans les quelques jours en l'absence d'un traitement réellement curateur. 3 mécanismes aboutissent à une insuffisance médulaire ou bien une aplasie médulaire. Qui dit aplasie, la moelle elle est à plat, les malades l'expriment comme ça. Hein? Donc, 3 mécanismes, ou bien c'est la cellule hématopoïétique, c'est la cellule souche qui est défaillante, un déficit intrinsèque, ou bien c'est le micro-environnement médulaire qui est défaillant, ou bien c'est un déficit de l'hématopoïèse lié à une dysrégulation du système immunitaire. Les signes cliniques sont la conséquence de cette pancytopénie, donc syndrome anémique avec les signes fonctionnels qu'on connaît déjà, qui traduisent l'hypoxie tissulaire, le syndrome hémorragique lié à la thrombopénie, et cette fois-ci, c'est un syndrome hémorragique qui peut être minime, qui peut se traduire uniquement par des hémorragies cutanées, jusqu'aux hémorragies viscérales qui peuvent engager le pronostic vital du malade. Allons, donc le syndrome hémorragique est variable, allons d'hémorragie cutanée, un purpura, purpura pétéchiale, voire même échymotique, hémorragie viscérale digestive ou bien carrément cérébro-méningée qui engage le pronostic vital du malade. La conséquence du déficit de la lignée granuleuse, c'est le syndrome infectieux, là aussi de gravité variable, de traduction variable, allant de la fièvre isolée jusqu'aux infections otorhinolaryngologiques, les angines ulcéro-nécrotiques jusqu'aux septicémies, voire même le choc septique. Ce qui est particulier, ce qui caractérise l'aplasie médulaire, c'est l'absence de syndrome tumoral, c'est-à-dire pas de splénomégalie, pas d'hépatomégalie et pas d'adénopathie. L'hémogramme va objectiver une anémie d'intensité variable, normochrome, normocytaire, et ce qui est donc constant, c'est le caractère arégénératif. On sait très bien, donc pour différencier l'origine d'une anémie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour faire la part des choses? Est-ce que c'est une anémie périphérique? Peser les taux de réticulocytes. Très bien, très bien. Donc, on calcule le taux de réticulocytes selon la valeur, est-ce qu'il est inférieur à 50 000
ou bien il dépasse les 120 000 par millimètre cube, on distingue deux cas de figure. Les anémies dites arégénératives par atteinte de la moelle osseuse, ou bien les anémies dites régénératives. Régénératives, c'est l'apanage des anémies hémolytiques et qui sont périphériques. Dans ce cas-là, l'anémie, elle est arégénérative. Il y a une leuconeutropénie, une neutropénie profonde, inférieure à 1500, voire même carrément une agranulocytose avec un taux de polynucléaire inférieur à 500 éléments par millimètre cube. Et un critère de gravité à connaître, c'est lorsque le taux de polynucléaire neutrophile est inférieur à 200 éléments par millimètre cube ou bien 0,2 giga par litre. Ça constitue un facteur de gravité et ce chiffre est associé à la survenue pratiquement imminente de complications infectieuses. Là aussi, une thrombopénie, et c'est une thrombopénie qui est profonde, exposant au risque hémorragique. Quand est-ce qu'on parle de thrombopénie profonde et qui expose notre malade à un risque hémorragique? C'est bien entendu lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 50 000 par millimètre cube, voire même inférieur à 20 000 par millimètre cube. Inférieur à 20 000 par millimètre cube, il y a un risque hémorragique imminent. On parle de thrombopénie inférieure à 100 000, c'est vrai, ou inférieure à 150 000. C'est une thrombopénie, mais ce ne sont pas toutes les thrombopénies qui exposent notre malade à un risque hémorragique. C'est à partir d'un taux inférieur ou égal à 20 000 par millimètre cube que notre malade risque de développer des complications hémorragiques. Ce qui est particulier, donc je reviens et j'insiste encore, ce qui est particulier aux insuffisances médulaires, c'est l'absence de cellules anormales sur le frottis, absence de blastes, absence d'érythromyélénie, absence de cellules extra-hématopoïétiques. Le tableau clinique typique associe une pancytopénie, c'est-à-dire une diminution des trois lignées, mais toujours est-il, il y a des formes débutantes de la maladie qui peuvent se manifester par une bicytopénie, c'est-à-dire une atteinte de deux lignées uniquement. C'est généralement la lignée érythroïde et la lignée plaquettaire. Alors, nous sommes devant un tableau de pancytopénie centrale, anémie arégénérative. A priori, l'origine ou bien la défaillance siège au niveau de la moelle osseuse. Comment est-ce qu'on va l'explorer, cette moelle osseuse? C'est bien entendu par un myélogramme. Le myélogramme est indispensable au diagnostic, mais à lui seul est insuffisant. Dans ce cas, au myélogramme, nous allons observer une moelle qui est pauvre ou bien carrément désertique, mais dans ce myélogramme, la pauvreté de ce myélogramme peut être due à une dilution du prélèvement, c'est-à-dire quand on prélève, on ne prélève pas uniquement de la moelle osseuse, mais on prélève avec du sang. Et donc, ceci est à l'origine d'une dilution du prélèvement. Ce qui est constant au cours de l'aplasie médulaire, c'est la diminution, voire absence des précurseurs myéloïdes, des lignées érythroblastiques, de la lignée granulocytaire et de la lignée mégacariocytaire. Alors, ce qui reste, c'est uniquement des lymphocytes. Donc, myélogramme à prédominance lymphocytaire associé à une discrète plasmocytose et à la présence de mastocytes. Absence de blastes. Donc, on a dit depuis le tout début du cours qu'il s'agit d'une insuffisance quantitative. Ce n'est pas une insuffisance qualitative. Donc, absence de blastes,
absence de cellules extra-hématopoïétiques et absence de toute autre cellule extra-anormale. On a dit que le myélogramme, il est indispensable, mais à lui seul, il ne permet pas de confirmer le diagnostic. Le seul examen qui permet de confirmer le diagnostic, c'est la biopsie ostéomédulaire, c'est-à-dire l'analyse histologique du tissu hématopoïétique. L'analyse histologique du tissu hématopoïétique va permettre d'apprécier les quelques îlots de cellules hématopoïétiques qui persistent, va permettre de montrer les îlots lymphoïdes et les plasmocytes qui sont toujours persistants, va analyser la trame conjonctivo-vasculaire, le tissu conjonctif et vasculaire, en montrant donc des altérations du réseau vasculaire, des infiltrats hémorragiques et la présence de quelques cellules inflammatoires. Donc, c'est la biopsie ostéomédulaire qui permet de confirmer le diagnostic. Et lorsqu'on fait une biopsie ostéomédulaire, il n'y a pas de possibilité de trouver un prélèvement qui est dit hémodilué. C'est-à-dire, cela va surmonter les causes, les erreurs de diagnostic liées à une hémodilution du prélèvement. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, Kamela? Oui. Ok. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien il y a donc vous voulez des éclaircissements, vous pouvez m'interrompre. Hein? D'accord? D'accord. Ok. Donc, une fois donc, on a confirmé, on a évoqué le diagnostic sur les données de l'hémogramme, sur les données du myélogramme, confirmer le diagnostic sur les données de la biopsie ostéomédulaire, on va compléter le bilan par un bilan étiologique à la recherche de la cause de cette insuffisance médulaire, de cette aplasie médulaire, ou bien le bilan pré-thérapeutique. Pré-thérapeutique, c'est-à-dire afin de traiter notre malade. Alors, on va compléter ce bilan par un karyotype sur moelle osseuse. Donc, pourquoi le karyotype de la moelle? À la recherche d'anomalies cytogénétiques clonales et acquises. Et ces anomalies cytogénétiques clonales se voient dans les myélodysplasies, les SMD ou bien MDS, dans les syndromes myélodysplasiques. Pourquoi les syndromes myélodysplasiques? Parce que les syndromes myélodysplasiques associent des anomalies qualitatives des cellules médulaires. Et par conséquent, il y a une anomalie qualitative, il y a des anomalies cytogénétiques qui aboutissent à ces syndromes. Un karyotype sur sein périphérique, c'est-à-dire sur lymphocytes sanguins, à la recherche d'un excès de cassure chromosomique qui caractérise un type particulier d'aplasie médulaire, qui sont les aplasies médulaires dites constitutionnelles ou bien l'anémie de Fanconi. On réalisera une cytométrie en flux, un phénotypage des cellules sanguines, à la recherche d'un clone d'hémoglobinurie nocturne paroxystique, puisque l'hémoglobinurie nocturne paroxystique, ou bien la maladie de Markia-Fava-Micheli, c'est une anomalie qui est dite, qui précède la survenue d'aplasie médulaire. Des sérologies virales sont demandées, aussi bien dans le cadre du bilan pré-thérapeutique, mais également dans le cadre du bilan étiologique. Il y a certaines infections virales
en particulier les hépatites non A, non B, non C, qui peuvent entraîner une aplasie médulaire. Cela dans le cadre du bilan étiologique. Mais on a dit qu'on va demander des sérologies virales dans le cadre du bilan pré-thérapeutique, c'est-à-dire on va demander une sérologie VIH, des sérologies hépatitiques qui sont nécessaires pour tout malade avant qu'il ne soit transfusé. Un typage HLA du malade et de sa fratrie, bien sûr, si le malade est jeune et candidat à une greffe de moelle osseuse, on va faire un typage HLA à la recherche d'un donneur compatible dans sa fratrie et dans ce cas-là, on va le traiter par une allogreffe de moelle osseuse. C'est clair? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? On poursuit? Oui, madame. Ok. Madame, c'est quoi la cytométrie en flux exactement? En flux. La cytométrie en flux, c'est une étude des clusters de différenciation à la surface des CD, c'est-à-dire clusters de différenciation à la surface des cellules sanguines. Au cours des anémies macrocytaires, les anémies macrocytaires, parmi les causes d'anémie macrocytaire, il y a l'anémie due à l'hémoglobinurie paroxystique nocturne ou bien la maladie de Markia-Fava-Micheli qui donc associe une anémie régénérative, macrocytaire régénérative, par un excès, donc une lyse des cellules, des globules rouges liés à l'action lytique du complément. Une lyse, donc, des globules rouges liée à une sensibilité accrue au complément. Pourquoi une lyse des cellules liée à une sensibilité accrue au complément? Parce que ces cellules-là sont déficientes en anticorps anti-CD55 et en anticorps CD59. D'accord? Oui. Nous sommes احنا باش يجينا لو مالاد مش باش يقول لنا اتيكيت على جبينه وهو باش يقول اني عندي insuffisance médulaire هكا ولا. Donc notre malade quand il va se présenter à la consultation du médecin, comment est-ce qu'il va se présenter? Soit avec le syndrome clinique d'insuffisance médulaire, le syndrome hémorragique, infectieux, anémique, c'est-à-dire sur le plan hémogramme, il aura une pancytopénie, mais toujours sans splénomégalie. On a dit depuis le début du cours que la caractéristique principale de l'aplasie médulaire, c'est l'absence de syndrome tumoral. Donc, nous allons avoir un malade sur le plan qui va présenter une pancytopénie avec ses conséquences cliniques et sans splénomégalie. Alors, quels sont les diagnostics que nous allons évoquer? Et puis, par la suite, est-ce qu'on va les évoquer, les retenir ou bien les éliminer une par une? C'est les formes leucopéniques des leucémies aiguës. Et rappelez-vous bien, pour ceux qui ont vu le cours des leucémies aiguës, alors les leucémies aiguës sont donc des pathologies qui sont dues à une infiltration de la moelle par des cellules anormales, les cellules jeunes ou bien les blastes. On peut avoir trois types de tableaux biologiques, des leucémies aiguës avec une hyperleucocytose, un taux de leucocytes qui est élevé, fait essentiellement de cellules jeunes de blastes. On peut avoir des leucémies aiguës avec un taux de leucocytes dont la fourchette normale soit 10 leucocytes variant entre 4000 à 10 000 par millimètre cube, mais qui est constitué essentiellement de blastes, comme on peut avoir plus rarement des leucémies aiguës avec un taux de leucocytes qui est bas.
c'est-à-dire ce sont les formes leucopéniques des leucémies aiguës. C'est-à-dire on peut avoir une leucémie aiguë, par exemple, avec un taux de globules blancs à 1000, voire 1500. Mais, toujours est-il, la caractéristique de ces formes leucopéniques, c'est qu'il y a une infiltration et la présence de blastes au niveau du sang périphérique, mais surtout, la moelle, elle est infiltrée par des blastes. Donc, c'est une pancytopénie, hein? C'est les formes leucopéniques des leucémies aiguës, mais avec anomalie qualitative des cellules sanguines, c'est-à-dire la présence de blastes. Donc, la moelle, elle est de richesse normale, elle est blastique. Autre diagnostic différentiel, c'est les syndromes myélodysplasiques. Les syndromes myélodysplasiques, ce sont des syndromes qui associent des anomalies qualitatives des cellules sanguines, c'est-à-dire des signes cytologiques, des anomalies morphologiques des cellules sanguines. Donc, la moelle, elle est riche, associée à des signes cytologiques de myélodysplasie. Le diagnostic différentiel est difficile avec les SMD à moelle pauvre. C'est vrai, les SMD, les syndromes myélodysplasiques, généralement, ils donnent une moelle qui est riche. Rarement, à un stade tardif, on aura une moelle qui est pauvre. Également, un autre diagnostic différentiel, c'est les envahissements médulaires de certains cancers, c'est-à-dire, donc, il y a des cancers qui métastasient au niveau de la moelle. Et donc, on aura une pancytopénie au niveau du sang périphérique, mais quand on analyse le myélogramme, quand on analyse, on va trouver des cellules extra-hématopoïétiques qui infiltrent la moelle osseuse. Et ces cellules extra-hématopoïétiques ont la caractéristique d'être groupées en amas ou bien groupées en îlots. Il y a d'autres situations dans lesquelles on trouve une pancytopénie, d'autres maladies. Ationi un exemple de un autre type d'anémie. Il y a une pancytopénie, mais avec une moelle qui est riche. Surtout, j'ai fait le cours de les anémies. Les anémies, il y a une pancytopénie, mais avec une moelle riche. J'attends les réponses. Mégaloblastique. L'anémie mégaloblastique, il y a une pancytopénie, hein? Mais contrastons, lorsqu'on fait l'examen de la moelle, on va trouver une moelle qui est riche. Allez, à la khater, toutes les cellules sont impliquées au niveau par la synthèse, par les troubles de la synthèse de l'ADN qui touchent les 3 lignées cellulaires. Mais la caractéristique ou la particularité de cette pancytopénie, c'est que ces pancytopénies sont modérées. Un taux de globules blancs entre 3000 et 4000 par exemple. Un taux de plaquettes qui dépasse les 50 000 par millimètre cube. Nous avons un taux de plaquettes inférieur à 20 000 ou à la haja. La pancytopénie au cours de l'anémie mégaloblastique, elle est modérée. Fahamna? Il y a des pancytopénies avec splénomégalie. C'est le cas de l'hypersplénisme, l'hypertension portale. Une anémie par hémodilution, une leuconeutropénie et une thrombopénie. Une leucémie à tricoleucocytes. Tricoleucocytes, on va avoir un envahissement de la moelle par des tricoleucocytes. C'est un type de syndrome lymphoprolifératif de faible grade de malignité. Le cours les lymphomes, ou leucémie à lymphoïde chronique, on a parmi les diagnostics des lymphomes de bas grade de malignité, c'est la leucémie à tricoleucocytes. Trico, j'ai d'accord? Les cellules lymphocytaires, les lymphocytes, ont l'aspect chevelu, au niveau de la membrane cytoplasmique. Les syndromes hémophagocytaires, c'est-à-dire il y a une hémophagocytose,
il y a des macrophages qui ingèrent les cellules, de la lignée érythroïde, plaquettaire et granuleuse. Par conséquent, ça va entraîner ces macrophages, donc EDOMA, ils vont entraîner une pancytopénie. Mais la différence par rapport à l'aplasie médulaire, c'est qu'il y a une splénomégalie et puis il y a de la fièvre. Les maladies infectieuses telles que la brucellose, la tuberculose, le Kala-Azar ou bien la leishmaniose viscérale, le paludisme peuvent donner des pancytopénies avec splénomégalie. Sans oublier certaines maladies auto-immunes qui peuvent être associées à des cytopénies par mécanisme immunologique et la présence d'une splénomégalie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le positif. Le diagnostic différentiel, il faut y penser. Dès le départ, notre malade, il n'a pas l'étiquette d'aplasie médulaire. Donc, on va faire face à un malade qui présente une pancytopénie et dans ce cas-là, il faut faire la part des choses. Est-ce que c'est une pancytopénie à moelle pauvre ou bien une pancytopénie plutôt avec une splénomégalie ou bien une pancytopénie sans splénomégalie? Donc, une fois nous avons retenu le diagnostic d'aplasie médulaire, il convient de rechercher l'étiologie. L'étiologie est dominée par les aplasies donc médulaires constitutionnelles au jeune âge, avec en tête de liste l'anémie de Fanconi ou bien la maladie de Fanconi. Pourquoi est-ce qu'on voit ce type d'anémie constitutionnelle? Puisque c'est une forme clinique qui est assez fréquente dans notre pays, vu la fréquence de la consanguinité. C'est une maladie qui est transmissible par voie autosomique récessive. Elle se révèle, puisque c'est une maladie qui est constitutionnelle, elle se révèle dès la jeune enfance, parfois généralement par une pancytopénie, mais parfois même par une thrombopénie isolée. Elle est caractérisée par des anomalies cytogénétiques associées, qui est la fréquence de cassure chromosomique, un syndrome polymalformatif, cutané, avec troubles de la pigmentation cutanée, des taches caféolées, des taches de rousseur, des anomalies, donc un syndrome polymalformatif au niveau des reins, le rein en fer à cheval, des anomalies osseuses, aplasie ou absence du radius, agénésie du radius, hypoplasie du pouce, un retard staturo-pondéral, des malformations cardiaques et surtout, pas d'hépatosplénomégalie. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ces malades-là? Nous allons les traiter par une allogreffe de moelle osseuse, mais ces formes cliniques peuvent évoluer ou bien peuvent se transformer en leucémie aiguë en l'absence d'allogreffe de moelle osseuse. À part les aplasies médulaires constitutionnelles, dont la forme la plus fréquente, c'est l'anémie de Fanconi, il y a d'autres aplasies médulaires qui sont acquises. Rappelez-vous bien qu'on a dit tout à l'heure quels sont sur le plan physiopathologique les mécanismes qui aboutissent à une insuffisance médulaire. C'est une atteinte de la cellule souche hématopoïétique elle-même, ou bien une atteinte du micro-environnement, ou bien une dysrégulation immunitaire. Donc, les aplasies médulaires acquises peuvent être dues à des agents physiques ou bien des toxiques. Ces agents-là vont détruire directement la cellule souche hématopoïétique. C'est le cas des radiations ionisantes, les rayons X, les radioisotopes, les solvants tels que le benzène, le toluène, les solvants aromatiques d'école, les insecticides, les organochlorés et
les organophosphorés. Il y a des aplasies médulaires secondaires à la prise de certains médicaments, tels que les antimitotiques, les antimétabolites. Il s'agit donc alors de complications thérapeutiques qui ne posent pas de problème diagnostic, ou bien une toxicité qui a été démontrée mais non systématique, c'est le chloramphénicol ou bien les phénicolés. Ce sont des antibiotiques autrefois utilisés en pratique clinique qui ont engendré des aplasies médulaires dites dose dépendantes. La liste des médicaments qui sont hématotoxiques n'est pas exhaustive. Ce ne sont pas tous ces médicaments-là que vous voyez qui vont entraîner des aplasies médulaires donc définitives. Certains peuvent donner des pancytopénies, d'autres peuvent donner donc carrément un tableau d'aplasie médulaire. Aplasie médulaire due à des agents infectieux, c'est le cas des hépatites non A, non B et non C. La tuberculose, l'infection à VIH, l'infection à parvovirus B19 chez les immunodéprimés, ou bien un contexte particulier, c'est l'aplasie médulaire du 3e trimestre de la grossesse, qui généralement regresse après l'accouchement, le thymome, c'est une tumeur au niveau du thymus qui entraîne une aplasie médulaire complète ou bien une aplasie qui intéresse uniquement la lignée érythroblastique, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, l'HMP, ou bien des aplasies si le bilan étiologique s'avère négatif, tout le bilan est négatif. Dans ce cas, on parle d'aplasie médulaire primitive et idiopathique. Toujours, rubrique, diagnostic, le diagnostic donc d'idiopathique, l'origine idiopathique, et c'est un diagnostic d'élimination. L'évolution, donc, en l'absence de traitement, elle se fait donc vers le décès, en l'absence de traitement, en raison des complications infectieuses hémorragiques surtout. L'évolution peut être aiguë ou bien chronique, elle dépend de la sévérité de la maladie. Quand on dit elle dépend de la sévérité de la maladie, cela veut dire qu'il y a donc une classification de cette sévérité. Sans traitement, la maladie est mortelle. Après traitement, elle peut évoluer soit vers la guérison, soit vers le passage à la chronicité. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic? C'est le début du brutal, c'est l'âge du patient, le sujet jeune ou bien les âges extrêmes, c'est-à-dire le sujet très âgé, l'importance du syndrome anémique infectieux et hémorragique, et d'où en découle une classification pronostique dite la classification de Kamita ou bien le score de Kamita. Ce score de Kamita va permettre de répertorier les malades en 3 types de gravité. Les aplasies médulaires dites peu sévères, donc avec un taux de réticulocytes qui dépasse les 20 000 par millimètre cube, des neutrophiles qui dépassent les 500 et un taux de plaquettes qui dépasse les 20 000 par millimètre cube. Une aplasie médulaire dite sévère avec un taux de réticulocytes inférieur à 20 000, un taux de polynucléaire qui varie entre 200 à 500 et puis un taux de plaquettes qui varie entre 10 000 à 20 000 par millimètre cube. Pour l'aplasie médulaire dite très sévère, la particularité c'est essentiellement le taux de polynucléaire inférieur à 200, mais également des taux de plaquettes et des taux de réticulocytes qui sont plus bas. Le traitement bien entendu réellement curateur, c'est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais également, puisque le mécanisme, parmi les mécanismes physiopathologiques, il y a la dysrégulation du système immunitaire, donc on va donner un traitement immunosuppresseur,
qui va permettre parfois d'obtenir la guérison. L'androgénothérapie est une alternative également du traitement immunosuppresseur. L'inconvénient de l'androgénothérapie ou bien les immunosuppresseurs, c'est leur effet thérapeutique, il est un tout petit peu tardif, de 3 à 6 mois. À part le traitement spécifique de la maladie, il y a un traitement symptomatique qui est nécessaire à entreprendre dès le diagnostic de la maladie, dès le début pour tous les malades. C'est le support transfusionnel, en particulier la transfusion de culots globulaires pour les malades qui sont anémiques, la transfusion de culots plaquettaires en cas de syndrome hémorragique et bien entendu l'antibiothérapie à large spectre par voie intraveineuse instaurée en urgence lorsqu'il y a des complications infectieuses qui sont liées à la neutropénie profonde. Voilà donc sur cette diapo, on a un tout petit peu donc un arbre décisionnel donc, qui va permettre de comprendre les causes de pancytopénie. Lorsqu'on est en face d'une pancytopénie, on a dit depuis le départ, on va voir si cette pancytopénie est d'origine centrale ou bien d'origine périphérique. Admettons que nous sommes dans le cas d'une pancytopénie d'origine périphérique, c'est-à-dire que la moelle elle est intacte. Pourquoi est-ce que notre malade fait une pancytopénie? On va voir, donc, ce n'est pas la moelle qui est défaillante, ça peut être une pancytopénie avec splénomégalie. C'est le cas des infections, par exemple, parasitaires, le Kala-Azar ou bien la leishmaniose viscérale, le syndrome de Felty, qui est une maladie systémique, le syndrome d'Evans, qui associe une anémie hémolytique auto-immune, également des cytopénies. Les autres cytopénies sont d'origine auto-immune. Une moelle riche, une pancytopénie avec une moelle riche, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le cas de l'anémie mégaloblastique. L'envahissement, donc métastatique par une leucémie aiguë ou bien par les métastases de certains cancers tels que le cancer du sein. C'est le cas des cancers ou bien les leucémies aiguës. La moelle elle est riche mais elle est envahie par des cellules anormales. Ou bien carrément c'est le cas des syndromes myélodysplasiques. Revenons au cas où donc les réticulocytes sont bas, donc la pancytopénie elle est d'origine centrale. Donc, on va faire un myélogramme. On va trouver une moelle qui est pauvre. Dans ce cas, on va compléter par une biopsie ostéomédulaire qui va objectiver une aplasie. Généralement, chez l'enfant ou bien le sujet jeune, elle est constitutionnelle. C'est le cas de l'anémie de Fanconi, la cause la plus fréquente, ou bien elle est acquise post-virale, post-médicamenteuse, ou bien si l'enquête étiologique s'avère négative, on va parler d'aplasie médulaire dite idiopathique. Lorsque la biopsie ostéomédulaire objective une fibrose médulaire, il y a deux diagnostics à évoquer. C'est la splénomégalie myéloïde ou bien la myélofibrose primitive, qui est un syndrome myéloprolifératif que vous avez vu ou bien vous avez lu lors des syndromes myéloprolifératifs, ou bien un syndrome lymphoprolifératif de faible grade de malignité, qui est la leucémie à tricholeucocytes. Ces fameux leucocytes, lymphocytes, qui donc sont caractérisés par un aspect chevelu. Donc, ce que l'on doit retenir, c'est que notre malade va se présenter avec un tableau de pancytopénie, avec ses conséquences sur le plan clinique, une pancytopénie sans splénomégalie
une pancytopénie avec moelle pauvre, hein, une aplasie médulaire au myélogramme, et cette aplasie est confirmée par la biopsie ostéomédulaire, qui est le seul examen qui confirme le diagnostic d'aplasie médulaire. Selon le taux aussi bien de réticulocytes, de polynucléaires neutrophiles et de plaquettes, on distingue des critères de gravité et un score de gravité dit le score de Kamita. Lorsque le réticulocyte est inférieur à 10 000, les polynucléaires sont inférieurs à 500, le taux de plaquettes est inférieur à 20 000, ces facteurs, ces critères ou bien ces taux sont associés, sont caractérisés, donc dits de grave. Une aplasie médulaire, comme on l'a dit depuis le début du cours, ce n'est pas une maladie maligne, mais c'est une urgence diagnostique et thérapeutique puisqu'elle engage le pronostic vital du malade. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Oui, madame. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. De toute façon, ما عندكمش cours من بعد, hein? Vous n'avez pas cours. Non, par la suite. Donc, on va enchaîner avec les myélodysplasies. Donc, on va commencer par un cas clinique. Un homme de 70 ans, ancien fonctionnaire dans une kiosque, présente des signes fonctionnels d'anémie évoluant depuis 6 mois, adressé par un médecin de libre pratique pour une pancytopénie à la numération. L'examen physique, il a une pâleur cutanéo-muqueuse, absence d'adénopathie, absence de splénomégalie. Essayons d'analyser un tout petit peu. Ah, qui est-ce qui analyse le cas clinique? هاي شكون يعمل l'analyse تاع الكا clinique? Allez-y, j'attends. J'attends. Il n'y a pas de volontaire? Alors, il s'agit d'un sujet âgé. Essayons de décortiquer. Kul mot est essentiel dans ce cas clinique. C'est un sujet âgé de 70 ans. C'est un sujet qui est âgé. C'est un sujet qui travaille dans une kiosque. Cela veut dire, on peut imaginer kiosque, je les filles, comme produit. Il y a des produits toxiques, comme le benzène. Il y a une exposition à un toxique. Il présente des signes fonctionnels d'anémie qui évoluent depuis 6 mois. Donc, cela veut dire que cette pathologie, elle peut évoluer sur la chronicité. Ce n'est pas quelque chose d'aigu. Et à la numération, il présente une pancytopénie. C'est-à-dire, cette pathologie qu'on va voir, elle peut se manifester par une pancytopénie, c'est-à-dire une diminution des 3 lignées. À l'examen physique, on a une pâleur cutanéo-muqueuse. Cette pâleur est en rapport, c'est un signe physique tout simplement de l'anémie. Et cette pathologie que nous allons voir donc, maintenant ne donne pas de syndrome tumoral. Elle n'associe pas d'adénopathie et pas d'hépatosplénomégalie.
c'est une pathologie qui survient surtout chez le sujet âgé. C'est une pathologie qui peut être secondaire à donc, une exposition à un toxique et elle peut se manifester carrément par une pancytopénie avec donc syndrome tumoral. L'hémogramme de ce malade montre un taux de globules blancs à 3400 avec 40% de neutrophils, c'est-à-dire moins de 2500 de neutrophils. Donc, notre malade présente une leuconeutropénie. Il a une anémie à 7 grammes par décilitre, un volume globulaire moyen de 107 femtolitres et des réticulocytes à 45 000 par millimètre cube. Comment est son anémie? Macrocytaire. Macrocytaire. A régénérative. A régénérative, يعطيك الصحة. Avec un taux de plaquettes à 38 000 par millimètre cube. يعني central. يعطيك الصحة. Donc, notre malade présente une pancytopénie avec un taux de réticulocytes qui est bas. Donc, c'est la moelle qui est atteinte. Donc, il ne s'agit pas d'une hémolyse. Hein? Oui. Il s'agit d'une cause centrale. On va donc directement aller vers une exploration de cette moelle. On a fait un myélogramme. Le myélogramme montre une moelle qui est riche. Donc, par opposition à l'aplasie médulaire, on a une moelle qui est pauvre. Mais une particularité, on a trouvé des anomalies cytologiques touchant les 3 lignées. Les anomalies morphologiques touchant les 3 lignées, ce sont les dysplasies, avec un pourcentage de blastes à 10%. C'est-à-dire 10%. Est-ce que c'est une leucémie aiguë? Quand est-ce qu'on parle de leucémie aiguë? Blast supérieur à 20%. Très bien. Donc, ce malade-là ne présente pas donc, une leucémie aiguë, mais il présente un état يقرب لللeucémie. تخش عليه نهار من نهارات باش يولي leucémie aiguë. هكا ولا؟ C'est un état dit pré-leucémique. C'est une myélodysplasie. Et on a fait, avec ce myélogramme, un examen cytogénétique. On a trouvé une monosomie 7 sur toutes les mitoses analysées. C'est-à-dire, on a trouvé une anomalie cytogénétique acquise et clonale. Donc, c'est un syndrome myélodysplasique qui constitue un état pré-leucémique au bout d'un certain temps. Donc, ce malade-là va avoir une augmentation du taux de blast au niveau de sa moelle, un taux de blast qui va dépasser, qui va atteindre les 20% ou bien même va dépasser les 20% et il va développer une leucémie aiguë. Alors, à partir de ce cas clinique, on peut réunir un tout petit peu, disons, le tableau clinique typique de myélodysplasie. La myélodysplasie, c'est une pathologie qui survient chez le sujet âgé. La myélodysplasie, comme facteur favorisant, il y a les causes toxiques. Elle donne un syndrome anémique, voire même carrément une pancytopénie ou bien une atteinte des 3 lignées cellulaires. Une atteinte des 3 lignées cellulaires. L'hémogramme peut montrer une cytopénie uniquement ou bien carrément 3 types de cytopénie. Et lorsqu'il montre une anémie, cette anémie est centrale, donc elle n'est pas d'origine périphérique, cette anémie est arégénérative. Le myélogramme va montrer les signes cytologiques, c'est-à-dire les anomalies morphologiques, c'est-à-dire les signes de dysplasie. Et
on va profiter de la réalisation de ce myélogramme pour réaliser une analyse cytogénétique à la recherche d'anomalies cytogénétiques clonales, mais également on va faire le décompte des blastes. On va donc faire le décompte du pourcentage de blastes. Si le pourcentage de blastes, il dépasse les 20%, donc on est dans la situation de leucémie aiguë. Si par contre le taux de blast est inférieur à 20%, on est dans la situation d'un syndrome, d'un état pré-leucémique ou bien un syndrome myélodysplasique. Rapidement, donc, on va faire un petit rappel. Donc, à partir de ce cas clinique qui illustre donc, les points essentiels des syndromes myélodysplasiques. Les syndromes myélodysplasiques, c'est un groupe hétérogène d'hémopathie acquise, clonale, caractérisé par un dysfonctionnement médulaire, une anomalie de maturation des 3 lignées hématopoïétiques, une insuffisance médulaire par la suite par hématopoïèse inefficace, mouche insuffisante mais inefficace, et des cytopénies plus ou moins marquées. C'est une affection du sujet âgé à prédominance masculine, l'âge médian de 65 à 70 ans, et cette fréquence augmente avec l'âge. Donc, l'augmentation de l'incidence avec l'âge, et on remarque que 10% des syndromes myélodysplasiques sont secondaires à une chimiothérapie, une radiothérapie, à des prises médicamenteuses ou bien même des toxiques. Une exposition aux radiations ionisantes, une exposition aux agents chimiques, en relation avec les solvants, les hydrocarbures, les pesticides, les herbicides, les engrais, le tabac. Donc, il y a une genèse multifactorielle des myélodysplasies. Donc, ce précurseur, donc qui va donner, la cellule souche va donner un précurseur lymphoïde que vous connaissez, qui va donner naissance à un lymphocyte B et un lymphocyte T, et va donner naissance également à un précurseur myéloïde qui est anormal. Ce précurseur myéloïde qui est anormal, qui est caractérisé par des anomalies cytogénétiques clonales, anomalies des chromosomes, va donner au niveau des cellules anormales, des dysplasies cellulaires atteignant les 3 lignées cellulaires, la lignée granuleuse, la lignée plaquettaire et la lignée érythroïde. Donc, la formule, donc pour les symptômes, il y a donc des symptômes qui sont liés à une diminution des globules rouges, des symptômes diminués aux globules blancs, donc avec infection, donc complications infectieuses, et des symptômes liés à une diminution des plaquettes, donc à savoir le syndrome hémorragique d'importance variable et de siège variable. Des anomalies cytogénétiques clonales qui sont objectivées lors de la réalisation du karyotype. Donc, les principaux examens qu'on va réaliser, c'est donc un bilan sanguin, une numération qui va permettre d'apprécier les 3 types de cellules, et puis donc d'autres examens, en particulier, par exemple, on va doser les dosages, donc les vitamines, pour rechercher donc un déficit associé. Le myélogramme, l'examen du myélogramme, c'est l'examen capital qui va permettre de confirmer le diagnostic, mais associé à l'examen, le myélogramme, on doit réaliser une analyse cytogénétique. Le traitement, donc, va se baser sur la transfusion de culots globulaires, de culots plaquettaires, de concentrés, donc de facteurs de croissance granuleux, de GCSF, de facteurs de stimulation des globules rouges d'érythropoïétine, mais surtout donc la greffe de cellules souches hématopoïétiques à partir de malades qui sont HLA compatibles. L'objectif du traitement, donc, c'est de réduire les cytopénies, améliorer la qualité de vie, retarder l'évolution
de leucémie aiguë et prolonger la survie du. Les transfusions, bien entendu, on va transfuser nos malades lorsqu'ils ont un taux d'hémoglobine inférieur à 8, avec pour objectif d'atteindre un taux d'hémoglobine de 10 à 11, afin de permettre une meilleure qualité de vie. Des transfusions de culoglobulaires vont à long terme donner une surcharge en fer, c'est ce qu'on appelle l'hémochromatose post-transfusionnelle, avec des conséquences au niveau hépatique, cardiaque et endocrinienne. Et donc, revenons à notre cas clinique. Notre malade est suivi régulièrement à la consultation. Il reçoit des culoglobulaires qui sont phénotypés. Pourquoi phénotypés? Pour respecter son phénotype, pour prévenir l'apparition d'un halo anticorps. Il reçoit des culots plaquettaires chaque fois qu'il fait un syndrome hémorragique et une antibiothérapie si jamais il développe une complication infectieuse. On n'a pas fait de demande de typage HLA pour ce malade. On n'a pas proposé de greffe de moelle osseuse. Allez, pourquoi on n'a pas proposé de greffe de moelle et on n'a pas demandé de typage? Parce qu'il est âge supérieur à 45 ans. Très bien, très bien. Parce que c'est un sujet âgé, il ne va pas tolérer la greffe. 6 mois plus tard, notre malade consulte pour une fièvre, un syndrome hémorragique, et son examen, cette fois-ci, on trouve des adénopathies cervicales, une hépatosplénomégalie. Donc, il y a un syndrome tumoral. Son hémogramme trouve 20 000 par millimètre cube de leucocytes, qui sont constitués majoritairement de blastes, une anémie à 6, donc il y a une aggravation de cette anémie, aggravation de la thrombopénie à 7000, et donc on a conclu que notre malade s'est transformé en leucémie aiguë. Donc, ce syndrome myélodysplasique, il peut se transformer en leucémie aiguë. Par opposition tout à l'heure à l'aplasie médulaire, les tableaux cliniques biologiques se ressemblent, mais l'aplasie médulaire ne se transforme pas en leucémie aiguë. Par contre, la myélodysplasie ou bien les syndromes myélodysplasiques, ils peuvent et ils se transforment souvent et fréquemment en leucémie aiguë. D'accord ? Je pense qu'à travers ce cas clinique qui est un tout petit peu simple, on a essayé de récapituler l'essentiel de ce que l'on doit retenir au cours des syndromes myélodysplasiques. C'est clair ou pas? Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Je pense que vous avez tous les cours qui sont disponibles actuellement sur la plateforme. Est-ce que vous proposez que l'on voit avec vous d'autres cours ou pas? Oui, madame. Oui, on veut. On propose d'autres séances à la faculté ou là on les met directement sur la plateforme? Qu'est-ce que vous proposez? Les autres séances avec la faculté. D'autres séances interactives, les séances. Donc, ça vous permet un tout petit peu d'éclaircir les choses, Lioma? Oui. Oui. Anémie, madame. L'anémie. L'anémie, peut-être, on a des cas cliniques à quel type d'anémie. Bon, ce que l'on est en train de faire lors de l'apprentissage en milieu clinique, l'anémie. Je ne sais pas pour ceux qui sont passés par le service, je suppose des cas cliniques d'anémie. Oui, on a fait des cas cliniques à l'anémie.
2 جروب كاو مدام شيفو خاطر احنا عندنا 3 سيرفيس sur 5 ما قريناهمش. وهذا الكاتريم معناها اللي قصوا عليه. C'est des conditions à la RAL. Donc, vous proposez d'autres séances. Oui, madame, madame, الكل كور معناها des cas cliniques pour bien maîtriser les choses معناها. لي syndrome lympho myelo prolifératif زاد بكم intéressant. Et là زاد. Et là والله أنا حاطة توا على الوحدة البي سي حاطة الإله ما نعرفش كان تحبوا هكا نشوفوا شوية ولا vous êtes pressé je quitte. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, madame, خاطر تلقاهم فما برشا توا ما في بالهمش اللي مثلا باش تعمل علاج. Je suis à votre disposition même حتى pour une vingtaine de minutes ولا حاجة pour voir un tout petit peu la présentation elle est devant moi pour voir avec vous. Je ne sais pas, tout dépend de vous. Allez-y. احنا madame, la semaine prochaine عندنا une seule visioconférence si c'est possible on programme 2 autres ولا كي واحدة نعملوا فيها انمي واحدة إلى. كيفاش؟ La semaine prochaine on est plutôt libre معناها ما عندناش des visioconférences. كان si vous êtes disponible madame نجم on programme les autres visioconférences la semaine prochaine. يسالش نشوف معاهم مع الادمينستراسيون ونشوفوا معاهم اما اني ما نعرفش كان تحبوا توا نكملوا avec la leucémie aiguë sinon خاطر donc j'ai dépassé l'heure donc نخليو مرة أخرى اللوسيمي aiguë. وي مدام زيد معناها نو كوليغ ما يعرفوش انه احنا باش نعملوا لوسيمي ايغو نقولوا اون بلانيفير باش اللي يحب يحضر المره الجايه يحضر. D'accord. Ok. Bon courage. Madame. Oui. Pour ceux اللي قاعدين يعديوا في الساج نتاعهم في les 2 semaines هذوما est-ce que فما les EI معناتها en ligne ولا لا؟ والله ما نعرفش je sais pas. Donc pour le moment ما فما حتى شيء il y a pas de externe dans le service aujourd'hui. Je ne sais pas. خاطر قالوا لنا ما تجيوش. قالوا لكم ايه. Bon, on va voir. Voilà, et je vais me renseigner auprès de l'administration de la fac et puis qu'est-ce qu'on va faire pour les EI et pour l'enseignement formel, d'accord? D'accord, merci madame. Bon courage. Merci. Merci.